Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 29 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective et plusieurs choses. Qu'est-ce que la dépendance affective? Les origines, les diagnostics, les émotions et comment sortir de la dépendance affective. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de la dépendance affective? Tout simplement parce qu'en ce moment, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et bizarrement, en général, quand je m'intéresse à un sujet, j'ai ce type de demande au cabinet. Donc c'est assez drôle de voir un petit peu les synchronicités, mais aussi et surtout parce que dans une démarche de perte de poids, on peut aussi se retrouver en fait dans cette dépendance affective, dans ce besoin de l'autre, en faisant passer les besoins des autres avant les siens, où on s'oublie complètement. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous d'avoir des notions autour de ça, de voir si c'est quelque chose qui vous touche personnellement, de près et de loin, et comment s'en sortir, parce que dans tous les cas, ça vous aidera à retrouver une estime, une confiance en vous, votre place en fait en tant qu'individu, et surtout ça pourra permettre aussi de perdre du poids si jamais c'était une conséquence de cette dépendance. Voilà un petit peu pour le pourquoi du comment, et on va commencer tout de suite. Sachant que une chose très importante à savoir, c'est que nous sommes tous dépendants affectifs, parce que l'être humain est avant tout un être social, et il a besoin d'amour pour vivre. Et comme on vient tous d'un amour imparfait, puisque nos parents sont aussi des êtres humains, qui viennent eux-mêmes d'un amour imparfait, on est tous forcément dépendants affectifs à des stades un peu différents. Et on parle de dépendance affective pathologique lorsque l'on recherche sans cesse l'amour chez les autres, quand l'envie est devenue un besoin, et que l'amour se range au niveau des addictions. Sachant que, là aussi c'est une notion intéressante, toutes les formes d'addiction sont les conséquences d'une dépendance affective pathologique. C'est-à-dire que si vous avez des addictions, des compulsions au niveau de la nourriture, peut-être que ça pourra vous apporter un éclairage. Alors commençons tout de suite avec la grande question, mais qu'est-ce que c'est que cette dépendance affective pathologique finalement? La dépendance affective provient d'une pathologie de l'attachement, d'une immaturité affective dans le sens où ça va impliquer des comportements possessifs, exigeants, et d'une addiction à l'amour de l'autre. En fait, les dépendants affectifs ne s'aiment pas et recherchent à l'extérieur ce qu'ils ne trouvent pas en eux, c'est-à-dire l'amour, la reconnaissance, la confiance, etc. La dépendance affective représente une tentative infructueuse de maîtriser la culpabilité, la dépression ou l'angoisse. C'est se noyer dans la quête désespérée d'amour en devenant étranger à soi-même. Donc en fait, il y a un oubli total de soi et de ses besoins. Seul l'autre compte. Et le dépendant affectif a besoin du regard de l'autre pour se sentir exister. C'est un amour possessif, exigeant et qui peut être destructeur. En fait, l'autre est totalement idéalisé. Il n'est pas aimé pour ce qu'il est, mais pour l'image qu'il renvoie de nous-mêmes. En fait, l'autre est un moyen d'apaiser la détresse et le désamour de soi. Les dépendants affectifs sont constamment en recherche de reconnaissance et d'approbation qui les rassure sur leurs valeurs. Et ils sont persuadés que les autres, que ce sont que les autres qui peuvent les rendre heureux, et finalement ils finissent par être malheureux car personne ne peut combler ce besoin démesuré d'amour à part eux-mêmes, mais ils n'en ont pas conscience. Donc ils sont dans une quête de plaire à tout prix pour obtenir l'amour, pour recevoir des compliments, pour être reconnus pour leurs qualités relationnelles, etc. Donc les dépendants affectifs sont dépendants aux autres, mais s'oublient complètement eux-mêmes. Pas dépendance, ils sont attentifs aux autres, je me mélange les pinceaux. Les dépendants affectifs sont attentifs aux autres, mais s'oublient complètement eux-mêmes. Ils agissent comme ils pensent devoir le faire, et non comme ils ont envie de le faire. Du coup, leurs besoins et leurs envies sont complètement étouffés, et par là même leurs émotions complètement refoulées également. Et ça donne lieu à diverses somatisations. Ce qui fait qu'en fait, ils sont tellement coupés de leur véritable personnalité, de leur véritable identité, qu'ils finissent par confondre
leur rôle et leur réalité. En psychologie, on parle de faux self. Pour vous donner une image, une métaphore, c'est un peu comme s'il portait un masque. Du coup, il y a vraiment une véritable perte de son identité. C'est un peu, sans l'autre, en fait, je ne suis rien, je n'existe pas. Et certains dépendants affectifs deviennent de vrais bourreaux de travail, dépendants de leur activité qui les valorise. Ils exercent aussi un grand contrôle sur eux-mêmes pour dissimuler cette crainte, en fait, d'être critiqués, cette crainte de déplaire, cette crainte d'être rejetés. Donc vous l'aurez compris, ils sont très perfectionnistes. Et à l'inverse, certains ont peur de l'engagement, ce qui entraîne en fait des ruptures successives. Et du coup, de là naît un véritable conflit intérieur, parce qu'en fait, ils sont pris entre le désir d'être aimés et leur besoin de défendre leur indépendance. Donc il y a véritablement un conflit psychique qui se joue à cet instant-là. Il y a aussi une obsession des autres, car ils se considèrent comme ayant peu d'intérêt. Donc une relation destructrice est préférable que pas de relation du tout. Ce qui fait qu'on peut avoir des personnes qui se perdent complètement dans l'autre. On parle de fusion, sachant que le contraire de la fusion, c'est la séparation. Donc le désir de ne faire qu'un avec l'autre est la conséquence de l'immaturité affective et la terreur de l'isolement. Donc les attentes des dépendants affectifs sont énormes et, vous l'aurez compris, inadaptées. Parce que le besoin d'amour est tellement insatiable que personne, en fait, ne peut le satisfaire. Donc ça, c'était un peu un résumé d'un portrait d'un dépendant affectif, si on peut dire. Maintenant, pour comprendre un petit peu comment ça s'installe, on va retourner aux origines, les origines de la dépendance affective. En fait, l'essentiel des facteurs à l'origine de cette dépendance affective, elle s'installe dans le milieu familial. Et la première expérience d'amour est vécue avec les figures d'attachement. En général, ce sont les parents. Donc, ce qui se passe au cours de la vie intra-utérine dépendra aussi une grande part de la vie affective, relationnelle et émotionnelle. Si un enfant n'est pas désiré, par exemple, ça pourrait avoir des conséquences sur l'adulte en devenir. Parce que ça commence déjà dans la vie intra-utérine. L'enfant sent qu'il n'est pas le bienvenu, qu'il est déjà rejeté avant même d'être accueilli. Sachant que la naissance est la première séparation. La séparation avec le ventre de la mère. Et cette séparation, elle génère ce qu'on appelle l'angoisse de séparation. C'est l'angoisse la plus archaïque de l'être humain. Donc, à sa naissance, le bébé, c'est un être vulnérable et qui est dépendant de l'autre pour survivre. Donc là, la fusion totale avec la mère, ou en tout cas la figure d'attachement principale, elle est indispensable au début. Et ça permet au bébé de se sentir exister, car en fait, c'est la figure d'attachement, je veux dire la mère, mais c'est vraiment la figure d'attachement première. C'est la mère qui met des mots sur les pleurs de l'enfant, et du coup qui lui donne une existence. Elle lui donne du contenu, elle lui donne une explication. Ah tu pleures, c'est parce que t'as faim, ou c'est parce que t'es fatigué, etc., etc. Donc le bébé a la sensation qu'il ne vit qu'à travers le regard de ses parents. Et c'est le regard de l'autre qui permet au bébé d'exister. Parce que sans l'autre, un bébé ne survit pas. Il y a même des études qui ont démontré que un bébé qui n'a pas l'amour et l'affection dont il a besoin à la naissance, s'il a juste ses besoins physiques qui sont satisfaits, le fait d'être changé, d'être nourri, point barre, sans aucune affection, le bébé se laisse mourir. Ça prouve bien que l'amour est indispensable, et l'amour est même plus fort que les besoins physiques. Si on avait comme ça une échelle à faire, donc bon, ça contredit un peu la pyramide de Maslow, mais il y a vraiment ce besoin d'amour qui est indispensable pour exister, pour être en vie. Et c'est ce que recherchent en fait les dépendants affectifs toute leur vie. Ils recherchent à travers le regard de l'autre cette fusion. Ils recherchent leur existence, parce que c'est à travers le regard de l'autre que le dépendant affectif existe. Et John Bowlby parle d'attachement sécure et d'attachement insécure. Alors l'attachement sécure, c'est lorsque les besoins du bébé sont comblés, sur le plan à la fois physique et émotionnel. Et l'attachement insécure, c'est lorsque le bébé doit faire face à la solitude, ou à une absence trop longue des parents. Alors ça peut être par exemple à la naissance, quand le bébé est placé en couveuse, en réanimation, ou que les parents présentent une pathologie psychique, une addiction, une dépression. C'est la qualité en fait des relations qui va déterminer le mode d'attachement entre l'enfant et ses parents. Du coup, le dépendant affectif va rechercher toute sa vie quelqu'un qui va le rassurer et lui apporter une sécurité qui lui a manqué dans ses premières années de vie.
Parce qu'effectivement, si un parent est dépressif, malheureusement, il ne sera pas disponible psychiquement pour son enfant, pour lui apporter, l'amour et l'affection dont il a besoin à ce moment-là. À l'inverse, la surprotection n'est pas du tout rassurante non plus, car en fait, elle empêche l'enfant d'acquérir une confiance en lui qui est nécessaire à sa construction. Et là, je vous renvoie à mon podcast sur la confiance en soi, où j'en parle un peu plus. Donc, des parents surprotecteurs donnent des adultes qui craignent l'autonomie. Donc, de toutes les expériences vécues, toutes les émotions ressenties durant l'enfance sont gravées en fait dans la mémoire de l'adulte qui va rechercher une compensation aux carences accumulées. Et du coup, il va rechercher cette compensation en général dans de multiples dépendances. Alors là, on est dans la dépendance affective, dépendance à l'amour de l'autre, mais ça peut être une dépendance à l'alcool, à la drogue, à la nourriture, au travail, etc., etc. Donc en fait, à la blessure d'amour va correspondre le besoin affectif. Je vais vous donner des exemples. La blessure d'amour, on va rechercher le besoin de sécurité. La blessure de rejet, on a un besoin d'acceptation. La blessure de non-reconnaissance, on a un besoin de reconnaissance. Blessure de maltraitance, on a besoin de bienveillance. Blessure d'humiliation, on a besoin de respect. Blessure de trahison, on a besoin de confiance. Blessure d'injustice, on a besoin de justice. Donc la dépendance affective peut aussi être créée par de la violence dans la famille, renvoyée face à de l'affection. Donc ça pourrait donner l'illusion qu'en fait, quand on donne de l'affection, c'est dangereux parce qu'en fait, c'est rejeté violemment. Là, on parle de distorsion cognitive. Mais elle peut être aussi renforcée par des expériences négatives dans l'enfance et l'adolescence, créant une blessure qui entraîne une impossibilité à satisfaire le besoin correspondant, la sécurité, face à la blessure d'abandon par exemple. Donc les traumatismes peuvent venir bouleverser notre identité et notre rapport à l'autre. Adulte, on attend de l'autre qu'il vienne réparer quelque chose qui ne pourra jamais être réparé. Et surtout, on attend de l'autre qu'il vienne réparer quelque chose alors qu'il n'y est pour rien dans cette blessure. Donc les expériences traumatiques peuvent entraîner toutes sortes de dépendances. Donc ça, c'est un peu pour les origines de la dépendance affective. Maintenant, en termes de diagnostic, il y a plusieurs facteurs en fait qui peuvent entraîner une prédisposition, si on peut dire, à la dépendance affective. Alors là, ce que je vais vous énoncer, ça ne veut pas dire que si vous avez vécu ça, c'est que vous êtes forcément dépendant affectif. Hein. Non, bien sûr, hein, c'est la façon dont on va vivre les expériences qui va créer des carences ou non. Et on peut tout à fait les compenser plus tard. Donc il n'y a pas de... Voilà, c'est pas si simple. Hein, ça, je pense que vous le savez. Donc en gros, on va avoir un tissage difficile ou problématique des liens in utero, premier. Ensuite, une impossibilité à dépasser l'angoisse de séparation de la naissance. Ça peut être aussi une séparation qui interrompt un moment les marques d'attachement. Donc une séparation trop longue, hospitalisation, quelque chose comme ça. Un manque d'attention des parents et surtout de la mère en général, en tout cas de la figure d'attachement primaire. Une surprotection parentale ou des dysfonctionnements familiaux. Ce que ça va entraîner en fait chez la personne dépendante affective, c'est qu'elle va avoir une faible estime d'elle-même, elle va avoir un besoin majeur de se sentir aimée, elle va avoir une terreur de la séparation qui sera vécue comme un rejet et une anxiété face à la solitude. Alors, pour vous donner un peu des critères diagnostiques qui sont issus du DSM-4, qui est le manuel des troubles mentaux, je vais vous énoncer une liste en fait de ces manifestations de la dépendance affective. Pour se définir comme dépendant affectif, il faut au moins 5 de ces manifestations suivantes, sachant que c'est un psychiatre qui pose ce diagnostic-là et que voilà, on est dans le manuel des troubles mentaux, mais c'est à prendre avec des pincettes, bien entendu. Première manifestation, c'est la difficulté à prendre des décisions dans la vie courante sans être rassuré. Deuxième manifestation, c'est le besoin que l'autre assume la plupart des responsabilités dans plusieurs domaines de la vie. La troisième manifestation, c'est la difficulté à exprimer un désaccord avec autrui par peur de perdre son soutien et son approbation. Quatrième manifestation, c'est la difficulté à initier des projets ou à faire des choses seul.
Cinquième manifestation, c'est le fait de chercher à outrance le soutien et l'appui d'autrui au point de faire des choses désagréables. Ça peut être, j'avais lu dans un bouquin, des paroles, de dépendants affectifs qui disaient: «Bah, je préférais être une serpillière, plutôt qu'être seule». Sous-entendu, faire, n'importe quoi pour l'autre plutôt que d'être seule. Sixième manifestation, c'est la recherche urgente d'une relation quand la précédente se termine. Septième manifestation, c'est la peur de se retrouver seule, de se sentir moins bien que l'autre, incapable. Et la huitième manifestation, c'est être préoccupé de manière irréaliste par la crainte d'être laissé et de devoir se débrouiller seul. Donc sur les 8, il en faut au moins 5 pour être dépendant affectif. Sachant qu'on peut en sortir, hein, c'est pas quelque chose, c'est pas une fatalité. Voilà un peu pour vous donner des critères, sachant que c'est issu du DSM-4 et qu'aujourd'hui on est au DSM-5, mais j'ai pas trouvé les critères donc, du nouveau. Donc je ne sais pas si c'est encore d'actualité, hein, donc voilà, c'est vraiment un titre indicatif. On ne fait pas d'autodiagnostic, ok. Ensuite, j'avais envie de vous parler des émotions autour de la dépendance affective, parce que toute la vie du dépendant affectif tourne autour de la tristesse, avec des intensités variables. Les émotions étant inscrites dans le corps, les grands dépendants affectifs sont la plupart du temps vulnérables à la maladie. Vous vous souvenez, on a parlé de la somatisation tout à l'heure. Ce qui alimente leur angoisse, c'est les sujets autour de la rupture, la séparation, le rejet, le manque d'amour, solitude, l'abandon. Les dépendants affectifs rendent les autres responsables de leur malheur et se considèrent comme des victimes impuissantes qui ont besoin des autres pour vivre. Et là, ça renvoie au triangle dramatique de Karpman, avec du coup le dépendant affectif dans le rôle de la victime. A l'inverse, ils pensent être également responsables des humeurs des autres. Donc du coup, ils ont envie et non, ils ont besoin et non envie d'aider les autres pour être en mesure de s'accorder de la valeur. Et ils évitent toute forme de responsabilité. L'obsession de la perfection ne peut engendrer qu'un sentiment de culpabilité chronique. Et la grande culpabilité inconsciente des dépendants affectifs, c'est la transgression envers soi-même qui génère une autodestruction quotidienne partielle. C'est-à-dire que la transgression envers soi-même, c'est qu'on s'oublie. On n'est pas à l'écoute de ses besoins, de ses envies. On fait passer l'autre avant. On devient vraiment plus rien sans l'autre. Donc dans la dépendance affective, on perd tout contact avec la réalité de notre être, puisque sans l'autre, on n'est plus rien. Et l'absence de l'autre nous renvoie au vide en nous-mêmes, ce qui provoque une grande souffrance psychique, des crises d'angoisse même. Il nous manque quelque chose pour exister pleinement par nous-mêmes. Et quand l'autre n'est plus là, on a l'impression qu'il va nous abandonner. Parce que le dépendant affectif a besoin d'être connecté sans cesse à l'autre pour être rassuré. Il a besoin de l'autre pour s'aimer lui-même. Alors comment on fait pour sortir de la dépendance affective? Alors il y a plusieurs étapes, plusieurs choses à mettre en place pour en sortir. La première, c'est de retrouver ses souvenirs et de les verbaliser pour les ranger. Essayez de voir si vous êtes plus sensible à la blessure d'abandon, la blessure de rejet, d'injustice, etc. Et de mettre des mots, d'aller rechercher dans votre mémoire tous les souvenirs qui font écho à ce sentiment d'abandon, à ce sentiment de rejet, d'injustice, d'humiliation, etc., etc. Parce que les mots mis sur les souffrances permettent de reconnaître aussi les émotions qui ont été associées à ce moment-là, qui ont été refoulées. Donc on va permettre aussi de cicatriser les blessures par la parole, dans un tout premier temps. Il faut conscientiser les choses. Ensuite, il va être important de travailler sur les croyances, car les croyances, elles vont conditionner nos pensées, nos émotions, nos comportements. Je vous donne une liste de croyances qui est non exhaustive, bien sûr, et surtout de fausses croyances, hein, parce que là, on parle vraiment de croyances limitantes, de croyances erronées, de fausses croyances en soi. C'est ce type de phrase. J'ai besoin de l'autre pour exister. L'autre est responsable de mon malheur. Je ne suis rien sans l'autre. Je ne suis pas capable. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Vous voyez, toutes ces phrases-là, ce sont des fausses croyances, mais ce sont des choses auxquelles les dépendants affectifs croient dur comme fer. C'est leur réalité. Hein, c'est pas juste des croyances à ce moment-là.
Mais le but en tant que thérapeute, c'est de leur montrer que ce ne sont que, entre guillemets, des croyances et qu'elles sont erronées. Et vient ensuite le travail sur les émotions, pour les retrouver, parce que comme on l'a dit plus tôt, le dépendant affectif est complètement coupé de lui-même. Donc le but c'est de retrouver, de se reconnecter à soi, à ses émotions, pour les accueillir, pour les nommer, et surtout pour reconnaître le besoin qui se cache derrière. Ça permet de prendre soin de soi en écoutant et en respectant ses propres besoins. Et là c'est hyper important parce qu'on va rééquilibrer les choses. Ce ne sont plus les besoins de l'autre qui sont importants, ce sont mes besoins aussi qui sont importants. On retrouve un certain équilibre. Pardon. Ensuite, pour se retrouver avec nous-mêmes, j'ai 4 questions pour vous. La première, c'est de se demander qui suis-je sans l'autre. La deuxième, c'est de se demander qu'est-ce qui me définit. La troisième, c'est de se demander qu'est-ce que j'aime. Et enfin, à quoi j'aspire. Alors, c'est pas évident, hein, c'est des questions presque philosophiques et finalement qui vont demander un certain temps de réflexion. Mais ça va vous permettre de retrouver votre identité propre. Il faut ensuite réparer. Réparer son enfance en travaillant sur l'enfant intérieur afin de penser ses blessures. Remettre les responsabilités à leur place et donner à l'enfant intérieur la permission de grandir. On parle en général de reparentage. C'est aussi un deuil à faire, celui des parents parfaits. Enfin, on a l'étape de la responsabilisation. Se reconnaître responsable de sa vie, de ses émotions. Ce n'est plus l'autre qui est responsable de notre bonheur ou de notre malheur, nous sommes responsables de notre propre bonheur ou de notre propre malheur. Okay, et là, il y a plusieurs choses auxquelles le dépendant affectif va devoir renoncer. Le dépendant affectif va devoir renoncer à cette croyance, du coup, que les autres, qu'il doit faire le bonheur des autres et qu'il doit plaire à tout prix. Il va devoir renoncer aussi à cette fusion, à la fusion avec l'autre, qui ne laisse pas de place à l'identité. Et il va être aussi confronté à la solitude. Il va devoir être capable d'être seul avec lui-même. Enfin, pour terminer cet épisode de podcast, j'aimerais vous donner quelques outils supplémentaires pour vous aider à sortir de cette dépendance affective. Dans un premier temps, demandez à vos proches ce qu'ils pensent de vous. Là, c'est vraiment pour travailler l'estime de soi. Mais vraiment de leur demander avec toute sincérité vos qualités, vos défauts, sans être sans s'offusquer de ce qui pourrait être dit, notamment au niveau des défauts. L'idée, c'est juste de prendre conscience du regard que l'autre a sur nous. Et de pouvoir aussi prendre conscience de nos qualités, qu'en général on minimise. On a l'impression qu'on n'en a pas, qu'on n'est pas important, qu'on n'est pas intéressant. Ça va permettre de remettre aussi les choses à leur place. Deuxième chose, je vous propose de faire chaque jour des petites choses. De vous donner des petits objectifs dans 4 domaines de vie bien distincts. Le domaine personnel, le domaine professionnel, le domaine à la fois amical, social, familial, et le domaine amoureux. Parce que les dépendants affectifs vont s'investir que dans la sphère amoureux. Et là aussi, il y a un déséquilibre, parce que du coup, il y a d'autres choses dans votre vie. Donc l'idée, c'est de pouvoir rééquilibrer tout ça en faisant des choses dans chaque domaine. Le perso, le pro, la vie sociale et le couple. Mais pas que le couple. Ok ? Ensuite, autre chose qui pourra vous aider, c'est de travailler sur vos émotions, apprendre à exprimer, à ressentir vos émotions et puis à découvrir aussi quel besoin est relié à quelle émotion pour être attentif à ça. Et puis enfin, dernière chose, ça serait de prendre des initiatives au quotidien sans demander conseil aux autres. Donc là, c'est un peu challengeant. C'est de dire, ok, ce soir, je vais faire à manger sans demander à mon conjoint si ça lui va, par exemple. On ne va pas vous aider à aller très très loin. Des toutes petites choses. Petit pas, après petit pas. Ça permet justement de changer, de sortir de cette zone de confort qui finalement est inconfortable pour l'élargir et surtout pour se retrouver avec soi-même. Pour se dire qu'on est quelqu'un. On est quelqu'un même sans l'autre. Et c'est là que c'est important. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je serais ravie de pouvoir y répondre, que ce soit
voilà, sur Instagram, par mail ou autre, il y a pas de souci. Et puis, je pense que j'aborderai aussi, la thématique de la blessure d'abandon et notamment comment la guérir dans un prochain épisode. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et on a tous plus ou moins cette dépendance affective, finalement, hem, qui nous empêche d'être réellement nous-mêmes, hein. On va se mettre des barrières à nous-mêmes, et finalement, c'est dommage, on a le droit, hein, on mérite aussi d'exister par nous-mêmes simplement. J'espère que, ça vous aura aidé. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée en fonction du moment où vous m'écoutez et puis, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.